Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape numéro 18 du Tour d'Italie 2023. Tour d'Italie où on a encore une belle étape aujourd'hui. On a eu une belle étape, même une très belle. La plus belle, je pense, depuis le début de ce Giro, avec du suspense, quand même des rebondissements parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce scénario-là aujourd'hui dans cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, MotoGP, alors Formule 1. Pour l'instant, j'ai pas fait de présentation du Grand Prix de Monaco, mais j'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc je ne sais pas s'il y aura une présentation du Grand Prix de Monaco, mais il y aura un débrief du Grand Prix de Monaco. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google. Et oui, puis vous pouvez aller sur TikTok pour voir le débrief de chaque étape. Étape qui a été très sympa. Moi j'ai bien aimé cette étape parce que ça a été. En fait, je m'attendais plutôt à ce que l'échappée sorte. Je me disais, est-ce qu'il y aura vraiment une bagarre pour la victoire sur cette étape? Est-ce qu'on va pas plutôt avoir une échappée, une bagarre dans l'échappée, mais derrière on va se regarder et on attend vendredi et samedi et on conjugue les efforts vendredi et samedi. Et puis j'ai vu le début de journée Ineos. Et l'attitude Ineos, je pense, a aussi engendré cette étape-là. Ineos, ils ont roulé très fort en début de journée, notamment avec Puccio. L'échappée a même mis du temps à sortir. Beaucoup de coureurs ont lâché avant que l'échappée parte. Même Ben Eli était lâché. Et ensuite, ça a fait partir une échappée de costaud, parce que dans l'échappée, il y avait quand même Pinot, Barguil, Paré-Peintre, Zana, Derek Guy, Frigo et Pronsky. Donc ils ont quand même des hommes qui sont plutôt en forme sur cette troisième semaine de Giro et qui ont déjà montré des bonnes choses sur ce Tour d'Italie, qui sont des costauds. Ce qui fait que ensuite tout le monde avait un peu peur d'Ineos, donc personne n'a voulu collaborer avec Ineos. Et puis, je pense que la Jumbo s'est dit, tiens, il y a peut-être un terrain pour faire quelque chose. Et puis, Roglic a tenté. Alors, il a repris du temps sur Almeida. Il n'a pas repris de temps sur Geraint Thomas. Mais il montre qu'il est encore dans le match. Et puis, il est maintenant deuxième du général. Et il montre que la course n'est pas finie. Faudra voir demain. Faudra voir également samedi. Il y aura un vrai match. Je pense, et un match à 3 parce que Almeida, même s'il est à 40 secondes, et c'est pas fini non plus totalement, donc ça va être assez intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Almeida, il a perdu du temps, mais c'était peut-être pas un terrain pour Almeida, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape de ce Giro. Les sondages d'hier, on va les regarder tout de suite. Du côté des sondages, il y avait le premier sondage, c'était qui est le meilleur sprinter de ce Giro 2023? Caden Grove 0%, Jonathan Milan à 89%, Matt Pedersen 6%, Ackermann 1% et un autre coureur 3%. Donc vraiment une victoire éclatante de Jonathan Milan, 146 votes. Et pour vous, qui va gagner l'étape 18, 108 watts. Il y avait Santiago Buitrago 6%, Van Wilder 19%, Velasco 1%, Thibaut Pinot 33% et un autre coureur 41% sur ce deuxième sondage. La note de l'étape, moi j'ai mis 17 sur 20. Qui est la meilleure note, 17 sur 20 depuis le début de ce Giro, j'avais mis 16. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Forcément Thibaut Pinot, mais à l'avant de la course, mais j'ai envie de dire l'échappée en général, parce que l'échappée a très bien collaboré. Ils ont roulé ensemble jusqu'au bout. Il n'y a pas eu vraiment de coureurs qui se regardaient un petit peu. Il y a eu un peu les Israël, mais on sentait bien que ça allait être compliqué pour eux. Je crois que tout le monde a bien collaboré dans cette échappée. Donc ça déjà ça fait plaisir. Il y avait des Français à l'avant, mais on avait des beaux coureurs à l'avant. Il y avait du Barguil, il y avait des coureurs qui se sont battus sur ce Giro. Il y avait Zana, vous savez que c'est un coureur qui vraiment que j'ai appris à découvrir depuis le Tour des Alpes et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette étape. Dommage
Puis il y a eu des attaques du peloton et je m'imaginais peut-être pas qu'il y ait des attaques pour le général, donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Le seul réflexion que j'aurais à avoir, c'est, bon, comme souvent maintenant en termes de réalisation télé, le fait qu'on n'ait pas eu de split screen, parce qu'à un moment on savait pas trop ce qui se passait entre Pinot et Zana. On savait pas trop ce qui se passait non plus derrière dans le groupe Almeida, et ça aurait été bien d'avoir des split screens. Moi je comprends pas. Alors certains disaient c'est à cause des incrustations que peuvent rajouter les autres chaînes. Bon, elles peuvent s'adapter aussi, les autres chaînes. Moi je veux le retour des split screens. C'est vraiment un truc que je trouve déplorable aujourd'hui dans le cyclisme. C'est parfois la réalisation qui est catastrophique et qui permet pas d'apprécier la course correctement. Je le dis souvent sur les contre-la-montre qui sont mal filmés, où on peut faire beaucoup mieux. Mais là aussi, au niveau des synthés, au niveau de plein de choses, on peut faire beaucoup mieux. Au niveau des split screen, quoi. Putain, c'est pas compliqué à faire en plus. Vraiment un split screen, donc je comprends pas. Il y a des youtubeurs qui arrivent à le faire très très bien, et sur le Giro, ils sont pas foutus de le faire. Enfin, sur les courses cyclistes, ils sont pas foutus de le faire. Je trouve ça déplorable. Bon, bah, je crois que j'ai donné mon avis sur cette étape. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Bilan des Bleus, bah moi j'ai décidé de mettre au top Pinot. Autant sur l'étape face à Cepeda, il avait des choses à se reprocher, je pense, sur cette étape-là. Autant là, je trouve que Zana a bien couru, et dans des forts pourcentages, Zana est plus fort que Pinot. Pinot n'a jamais eu vraiment des qualités de puncher, et sur les forts pourcentages, c'est pas là où il est forcément le meilleur. Et puis c'était des cols courts en fin de journée, c'était des cols assez courts. Le fait qu'il ait aussi un peu perdu d'énergie forcément sur le maillot bleu, mais on ne lui a pas vraiment fait la bagarre sur ce maillot bleu. Bon, je pense qu'il est tombé sur plus fort que lui aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à se reprocher. C'était peut-être pas le terrain où il était le plus efficace. Donc voilà, dommage pour Thibaut, mais je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire pour Thibaut par rapport à Zana. Zana était fort. Peut-être qu'à un moment, il aurait dû tenter d'accélérer un peu plus fort. Mais bon, est-ce que Zana ne serait pas accroché à ce moment-là? Est-ce qu'il avait les capacités d'accélérer plus fort? Peut-être pas. J'ai vu certains supporters qui étaient tristes. Autant on pouvait être énervé sur l'étape face à Cepeda et Rubio, autant sur celle-là, il tombe sur plus fort que lui, et ça arrive dans le cyclisme. Voilà, après il est en tête du maillot bleu. J'ai pas regardé précisément le classement du maillot bleu, je ne sais pas s'il est déjà mis en ligne pour le classement de la montagne. Si, il a quand même une petite marge là maintenant sur Benelli, il a 227 points, Benelli à 164, David Ebaïs à 144. Bon, il va falloir repartir en échappée demain, ça c'est clair pour Pinot, ou éviter que Benelli, Baïs et Rubio partent en échappée. Et encore, Rubio, il a quand même 110 points de retard, il va falloir y aller. Au général, il est désormais 7ème à 4,43. Ça laisse encore une petite marge pour partir en échappée. Ça laisse une petite marge. C'est-à-dire que Almeida, Roglic, Thomas ne rouleront pas. C'est Dunbar et Caruso et Kemna. Mais bon, Caruso entre 5 et 6, je pense qu'il s'en tape. Kemna, je sais pas si en plus il a pas des très bonnes jambes, Kemna aussi. Dunbar, c'est compliqué. En sachant que demain, les difficultés se concentrent quand même dans les 100 derniers kilomètres. C'est vraiment dans les 100 derniers kilomètres de l'étape où les difficultés se concentreront. Donc faut voir, mais est-ce qu'on va faire déjà des comptes d'apothicaire? Je pense qu'on le fait souvent sur le Tour de France. Un top 10 a plus de prestige, je pense, sur un Tour de France que sur un Giro. Même si sur le Giro, c'est bien de faire top 10, mais top 10 sur le Tour de France, ça t'apporte une grosse notoriété. Bon, sur le Giro, c'est un peu moins le cas. Et est-ce qu'on fera la course derrière Pinot? Je ne sais pas. Et puis demain, je pense que les leaders voudront la gagne de l'étape, parce que c'est une étape prestige demain. Donc ça peut permettre à Pinot d'aller récupérer des points. Demain, il y a des points en début de journée à les récupérer. Et puis après, il a assez d'avance par rapport au leader. Il a le Chimakopis 50 points, mais il a assez d'avance. Est-ce qu'il va s'écrouler en plus en fin de journée? Donc ça peut... Voilà, l'objectif demain, c'est surtout de s'assurer que Benelli, Baïs et Rubio partent pas en échappée. Surtout Eli et Baïs.
je pense, sont les deux plus dangereux demain. Rubio, ce sera pas si facile que ça quand même pour lui de récupérer le maillot. Donc l'équipe doit être concentrée sur cet objectif-là désormais. Le maillot bleu, le général, bon, de toute façon, même pour Thibaut Pinot, entre 7 et 5, il a déjà fait mieux sur le Giro. Ça sera bien qu'il fasse 5, mais il a déjà fait un meilleur classement sur le Giro. Et puis sur le contre-la-montre, s'il est cuit, il peut perdre 3 minutes aussi, hein. Donc voilà, mais je pense qu'il ne peut pas avoir de regrets aujourd'hui, Thibaut Pinot. Warren Barguil, pareil, pour Warren, vu ce qu'il a subi sur ce Giro, il a quand même souffert, hein, sur ce Tour d'Italie. Entre les chutes, vraiment, ça a été compliqué. Le retour de Covid, ça a été dur. Pour Warren Barguil, il n'était pas au top physiquement. Je trouve que voilà, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Il est désormais 19e au général. Warren à 18 minutes. Alors, est-ce qu'il retentera demain de prendre l'échappée? Je ne sais pas pour Warren, hein. Mais là, aujourd'hui, il est tombé sur plus fort. Peut-être que on a l'impression qu'il ne veut pas se mettre dans le rouge. Quand il saute, vraiment, il ne veut pas se mettre dans le rouge. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il se mette dans le rouge et peut-être que ça aurait mis le doute à Thibaut Pinot et à Zana. Il aurait peut-être pu en profiter. Alors après, ça aurait peut-être pas été le cas, mais j'ai l'impression que quand il s'écarte, c'est qu'il veut pas se mettre dans le rouge. Peut-être une peur aussi parce que il est un peu, enfin, il n'a pas vraiment de repères sur ses qualités, sur sa manière de récupérer, sa manière de respirer, surtout en ce moment, hein, parce qu'au niveau des poumons, c'est pas top au niveau de Barguil depuis la Covid. Donc peut-être qu'il avait peur de se mettre dans le rouge et qu'il n'a pas voulu prendre le risque. Mais bon, vu le nombre de pépins qu'a eu Warren Barguil, le voir encore là en 3e semaine, c'est bien. Et puis Warren, il y aura peut-être demain une opportunité. Et puis après, il y aura d'autres courses, hein, dans la saison de Warren Barguil. Normalement, je crois alors, je sais pas s'il fera le Tour de France, Warren. Parce qu'à un moment, s'il doit faire le Tour de France, il faudra voir la récup, hein, avec le Tour de France. Mais parce que il y a un moment, ils hésitaient entre le Tour de France et le Tour d'Espagne pour Warren. Mais ouais, il a fait tout ce qu'il pouvait. Finir plutôt sur une bonne note, un grand tour, c'est plutôt pas mal pour la confiance. Et puis après, pour le Tour de France, il faudra bien récupérer. Il perdra certainement du temps en début de Tour de France. Et puis après, ça lui permettra d'avoir d'autres objectifs. Pourquoi pas le maillot de la montagne? Pourquoi pas une victoire d'étape pour Warren? Puis je pense qu'il a pris du plaisir à être avec Thibaut Pinot aussi. Je pense que voilà, hein, je pense qu'il a pris du plaisir. Ils sont à peu près de la même génération, hein. Lui, il a 31 ans. Je pense que voilà, il a pris du plaisir. Il est en fin de contrat, hein, Warren, avec Arkea. Il n'a pas encore renouvelé. Je pense qu'il va renouveler, hein. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il aille dans une autre formation qu'Arkea. Warren Barguil, de toute façon, soit il renouvelle, soit il prend sa retraite. Warren Barguil, je pense qu'il est encore fin de cyclisme, donc je pense qu'il va renouveler. Mais ça fait du bien de voir Warren, vu ce qu'il a subi sur cette course, être devant. Aurélien Paré-Pinte, il lui en manquait un petit peu, mais il a fait quand même beaucoup d'efforts sur ce Giro. Mardi, en plus, il était encore là, donc je pense que physiquement, ça a un peu craqué aujourd'hui. Mais il fait un beau Giro quand même, Aurélien, à l'avant. Voilà, il était dans l'étape 16, il avait fait l'échappée de la victoire à la Golaceno. Je pense que, voilà, comme je le disais la dernière fois, le contrat est rempli. Bon, là, je pense que les jambes commencent à tourner un petit peu carré. Et là, on a vu, dès que ça commence à accélérer, vraiment, c'était compliqué pour lui. Et je pense qu'il commence à plus y avoir beaucoup d'essence dans le moteur. Mais peut-être qu'on verra Valentin demain en échappée. Peut-être demain, ça sera Valentin Paré-Pinte. Et Aurélien, au classement général, il est 15e désormais à 9,29. Il a 8 secondes de Hugh Carty, à 30 secondes de Van Wilder. Donc voilà, il y a un petit groupe là où il y a un peu de bagarre pour le classement général. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Filippo Zana. Que dire de Zana? Pour moi, il a fait le job complet. Je pense qu'à un moment, je ne sais pas s'il a fait la méthode Thomas Voeckler, c'est-à-dire qu'il a joué un peu l'intox. Mais il y a un moment quand même, il se fait un peu décrocher. Et là, on se dit,
voilà, il est bien aidé par la voiture de son directeur sportif. J'espère que la voiture du directeur sportif même aura des points des points de suspension et une amende, parce qu'il y a un vrai bidon collé à ce moment-là de la course et qui est bien visible en monde de vision. Il va falloir, enfin, en parlant des bidons collés, il faudra un jour, je pense, mettre des suspensions plus fortes sur les bidons collés, parce que quand on a des bidons collés de ce type-là, où le mec, ça lui permet de remonter 50 mètres, je pense que ça a un impact énorme sur la course et il faudrait sanctionner bien plus fort les directeurs sportifs qui font ça. Et les équipes qui se permettent de faire ça, parce que je trouve que c'est pas très fair play. Voilà. Mais Zana, je sais pas si à ce moment-là il était vraiment pas bien et qu'il avait besoin de l'aide de sa voiture, ou est-ce qu'il a plutôt joué l'intox à ce moment-là. Mais dans le final, je me disais, Pinot, ça va être très dur parce que putain, Zana sur les sprints, on sait que ça plus un puncher quand même qu'un véritable grimpeur, Zana, et je me disais, c'est mort. Enfin voilà quoi, lui on sait qu'il a la puissance pour faire un sprint. Pourtant Pinot fait pas d'erreur, hein. Mais il a cette petite giclette en plus, aussi parce que Pinot il a plus de 30 ans et que lui il en a moins de 25, ce qui fait aussi la différence au bout d'un moment. Mais c'est un beau Giro que fait Zana, et c'est une belle récompense quand même sur ce Giro, parce qu'il a fait le travail pour Dunbar. Voilà, il a fait l'équipier, et je trouve que parmi les coureurs italiens à suivre dans les prochaines années, Zana c'est vraiment un bon coureur. C'est un coureur qu'il va falloir suivre, et je pense que Jaiko Alula a eu le nez fin, vraiment le nez fin d'aller le chercher, d'aller le recruter. Et quand tu vois ce qu'est capable de faire Eddie Dunbar en plus en course, tu te dis qu'une équipe un peu montagne, enfin voilà, des équipiers montagne autour de Dunbar, et pas seulement autour de Yates, ça peut être intéressant pour cette équipe. Donc ça peut vraiment être bien pour cette formation. Voilà, parce que Zana, il a besoin aussi de montrer que c'est un coureur qui a le niveau World Tour, et je trouve qu'il a fait vraiment du bon job. Donc je voulais saluer le travail de Filippo Zana. Je continue avec Geraint Thomas. Pour moi, c'est l'homme qui fait la bonne opération aujourd'hui, parce que il n'a pas fait tant d'efforts que ça. Il est tout le temps resté un peu dans les roues, parce qu'on a encore vu la force du collectif de Ineos, c'est-à-dire qu'ils en ont encore 3 dans le top 10 ce soir. Ils ont une force collective, voilà, un Heinzmann de plus. Et pourtant, de plus, il s'est un peu. Enfin, voilà, il a roulé aujourd'hui un de plus, mais je trouve que voilà, il a encore. Il m'a impressionné par sa sérénité, parce que quand il y a Roglic qui accélère, il n'a pas paniqué du tout. Il prend sa roue tranquille, et puis bon, ensuite il décide de collaborer parce qu'il voit bien que Almeida il est moins bien. Et je trouve que Geraint Thomas, vraiment, c'est la force tranquille, parce qu'il pourrait être dans une situation où on commence à faire caca culotte, comme on dit, c'est-à-dire une situation où tu commences un petit peu à paniquer parce que tu es en fin de Giro, parce que tu sais que tu peux peut-être aller chercher le deuxième grand tour de ta carrière, que le Giro et toi, il y a quand même une histoire d'amour, et le Giro et ton équipe, il y a quand même une histoire d'amour qui n'a pas toujours été facile, parce que certes, il y a eu la victoire d'Egan Bernal, mais il y a eu quand même souvent des coups de moins bien sur le Giro pour cette formation, enfin si on prend Sky et Ineos. Et c'est vrai que tu dois commencer à être pas hyper détente, et surtout que tu es en équipe, et même si elle est solide, elle est quand même en infériorité numérique par rapport à Jumbo, par rapport à Almeida, mais je trouve que je trouve que Geraint Thomas aujourd'hui, il a fait preuve d'un énorme calme, et puis il fait la bonne opération du jour au niveau classement, parce que il perd pas de temps sur Roglic. Donc maintenant c'est Roglic qui est numéro 2 au général, mais il a quand même maintenant 29 secondes. Et puis Almeida, il est désormais relégué à 40 secondes. Alors c'est pas encore une marche suffisante vu ce qui nous reste demain et après-demain, mais quand même ça commence à être intéressant pour Geraint Thomas, et il peut se mettre plus dans une situation de défense que d'attaque. Désormais Geraint Thomas, et maintenant il peut attendre que ce soit les adversaires qui fassent le job à sa place, et je pense que c'est un coureur qui est plus à l'aise dans cette situation-là que dans la situation où il faut être offensif. Donc je pense que voilà, il est plus dans une situation de défense. Si demain Roglic et Almeida ils veulent renverser la table, il va falloir attaquer, il va falloir accélérer, il va falloir lâcher Geraint Thomas. Pour le lâcher, il va falloir prendre des risques.
Donc ça va pas être si facile que ça. Et je trouve que vraiment il a fait preuve d'une grande sérénité aujourd'hui. Il était à l'aise. Donc vraiment assez content de la journée de Geraint Thomas. Deuxième, Primoz Roglic. Troisième coureur au top. Pour moi, Roglic, il devait montrer également à son équipe que mardi c'était une journée sans, et que c'était pas euh, une erreur de sa part, que c'était pas des jambes qui étaient moins bonnes. Je pense qu'il fallait qu'il le montre. Il l'a montré. Il a réussi à en faire péter un, Almeida. Bon, il n'a pas réussi à faire péter Geraint Thomas. Après, Roglic, c'est surprenant parce que tu as l'impression que Sepkus il est plus performant que lui. On a l'impression que Sepkus c'est Chris Froome et que Roglic c'est Wiggins. Voilà, sur le Tour de France 2012. Et on a l'impression vraiment que Roglic, il avait du mal à suivre Sepkus et que Sepkus, il était un peu avec le frein à main. Parce qu'il y a un moment où tu as Roglic et Geraint Thomas qui sont devant, mais tu vois bien que Roglic, il n'arrive pas à se défaire de Geraint Thomas et il veut de nouveau avoir le retour de Sepkus. Et Sepkus, il revient en 10 secondes sur eux. Vraiment, il lâche Dunbar, il attaque, il fait craquer, enfin, il lâche Dunbar. Et il revient sur eux en 10 secondes. Parce que c'est là où c'est un petit peu inquiétant quand même pour Roglic parce que ça montre que physiquement il n'est pas parfaitement au point. Et puis du côté de la Jumbo-Visma, à part Sepkus, et Juan Denis qui finit quand même pas trop mal ce Giro. Esman c'est pas simple, Glog c'est pas simple. Omen et les autres c'est pas facile non plus. Au niveau collectif, du côté de la Jumbo-Visma, c'est un peu difficile, quoi. Tu as quelques coureurs qui sont là, comme Affini, mais c'est vrai que tu sens dans la majorité de cette formation, c'est un petit peu difficile dès que ça accélère. Tu sens qu'il se retrouve un peu seul, et c'est vrai que même s'il est en surnombre par rapport à Almeida et à Geraint Thomas, le problème, c'est que comme les coureurs sont pas fantastiques avec lui, eh bien c'est compliqué de faire la différence au bout d'un moment. Et voilà, bon, c'était ma petite réflexion sur Roglic. Et puis je termine du côté des coureurs au top avec Leknesund. Je le trouve très bon quand même, le Norvégien, depuis le début du Giro. Alors il a pris le maillot rose. Et parfois quand vous prenez le maillot rose, on l'avait vu avec Attila Walter par exemple, mais on l'a vu avec d'autres coureurs. Parfois en fin de course c'est compliqué parce que vous avez bien profité du maillot rose, vous avez bien fait les interviews derrière, et parfois vous avez un petit contre-coup quand même. Après, il n'y a pas que le maillot rose, je pense à Thomas Voeckler en 2004 quand il perd le maillot jaune, il peut être en tête du maillot blanc, et il perd le maillot blanc sur la fin de course parce qu'il n'est plus dedans, il n'est plus dans la course du tout, et que c'est compliqué pour lui. Et ça a été le cas avec d'autres coureurs. Parfois, vous prenez un maillot rose en début de course, et puis après, la troisième semaine, vous galérez parce que vous sentez bien que physiquement, vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu cramasse. Et je trouve que Leknesund, il s'en sort très très bien. Il est 8e quand même du général pour un premier grand tour où il joue le général. Je trouve ça très très bien. Et il a montré qu'en altitude, il n'était pas non plus en difficulté. Bon, là, c'était une étape qui correspondait un peu plus à ses qualités, je dirais, parce que sur la fin d'étape, c'était des pourcentages et des montées un peu plus courtes. Mais il a fait vraiment plutôt une belle journée. Je trouve qu'il fait un bon Giro. Il y aura beaucoup de choses à retenir de ce Giro, et c'est intéressant pour DSM, parce que ça montre bien qu'ils n'ont pas que Romain Bardet pour le classement général. Et puis, j'étais impressionné aussi par le travail de Merhofer, parce qu'il était encore là très tard dans le final. Je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant, Mayhofer, parce que bon, on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse, c'est un sprinter, mais je trouve qu'il passe très très bien les bosses. Est-ce qu'on n'a pas une sorte d'Oscar Freire avec Mayhofer? C'est un sprinter, mais qui est capable de travailler pour des équipes de leaders. C'est une question qu'on peut se poser, parce que je trouve vraiment, il était à 35 bornes de l'arrivée, il était encore dans le peloton à emmener Leknesund. Je trouve, alors il restait genre 50 coureurs dans le peloton, il n'en restait pas 90 ou 100, donc je trouve ça plutôt pas mal ce qu'a fait Mayhofer aussi. Eh bien, on passe tout de suite au coureur Bonnet d'Âne. Aujourd'hui, du côté des Bonnets d'Âne, c'est deux bonnounés d'Âne, je dirais. Le premier, c'est Joao Almeida. Je pense que c'est un jour moins bien aujourd'hui pour Almeida. Je pense aussi que le terrain dans le final lui convenait pas. On était sur des montées avec des forts pourcentages qui étaient quand même plutôt des montées courtes. C'est pas là où il est le plus à l'aise.
C'est sur les montées un peu plus longues, sur les montées où il peut mettre en place son coup de pédale, où il peut faire son effort correctement. Dans la descente, en plus, il n'est pas aidé par Jevine, parce que Jevine lui fait. Je pense qu'il serait revenu sur Roglic et Thomas, mais Jevine rate complètement son freinage. Je pense qu'il perd au moins 6-7 secondes à ce moment-là. Et puis après, dans la dernière montée, il a fait beaucoup d'efforts sur le plat. Dans la dernière montée, il lui manque un peu de fraîcheur pour aller chercher les deux devant. Mais je pense vraiment que c'était le terrain qui lui convenait pas aujourd'hui à Joao Almeida. Dommage quand même, c'est qu'on a vu la faiblesse quand même un petit peu du collectif UAE. Parce que Formolo, il lâchait très tôt, Ulissi aussi. Jevine, on voit les limites aussi de son niveau sur le vélo. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est très performant. Je pense que c'est un coureur qui a des grandes qualités. Par contre, c'est un coureur qui manque de vécu sur le vélo. C'est-à-dire qu'il n'a pas souvent couru en peloton. C'est un mec qui a été découvert sur Swift. Et je trouve qu'il est pas habile sur un vélo. Et pour pouvoir avoir des résultats sur les grands tours, il faut être habile sur un vélo. Et c'est vraiment un travail qu'il va devoir faire. C'est faire l'école du cyclisme, l'école de l'habileté sur un vélo. Parce que vraiment, c'est pas facile. On sent qu'à chaque fois, il a deux doigts de se péter la gueule. Dans toutes les descentes, au bout de 3-4 virages, tu te dis, hop, 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 là, ça va être compliqué. Et là, il a fallu 3 virages pour qu'il se mette quasiment au tas. Donc c'est dommage de ne pas être très à l'aise comme ça sur un vélo. Mais ouais, il y a beaucoup de coureurs chez UAE qui n'étaient pas fantastiques aujourd'hui. Et ça a manqué à Almeida pour revenir sur les hommes de tête. Et puis après, je pense que le profil de l'étape lui convenait pas des masses. C'était pas un parcours où il pouvait vraiment faire le job. Et puis je termine avec Kemna. Bon, aujourd'hui, il finit à 3 minutes. Kemna, alors certains vont me dire c'est pas catastrophique. Il finit 14e de l'étape. Donc il finit devant Van Wilder, devant les Knesund, devant de plus. Ouais, mais bon, pour Bora, c'est pas le top. On s'attendait un peu mieux, quoi. Kemna, il gagne quand même une étape sur le Tour des Alpes en montagne. Il a été quand même très discret. On pourrait penser à Kelderman. C'est vrai que c'est un peu l'homme invisible, quoi. Kemna, Caruso, on voit un peu sa trombine. Kemna, on l'a vraiment pas vu, quasiment de toute la course. Il a suivi, mais il n'a pas fait beaucoup d'autres choses que suivre. Et puis, pour la Bora, c'est pas un bon début de saison. On peut faire un premier bilan après ce Giro. C'est vrai que la Bora, on s'attendait quand même à mieux. Alors Vlasov qui a la Covid, ils sont que 14e au classement UCI. C'est vrai que c'est compliqué quand tu vois les budgets quand même de cette formation. 14e, il faudrait qu'ils soient dans le top 6, quoi. Là, ils sont loin du top 6. Et je pense que oui, il a manqué des petits trucs, mais ça a été difficile pour ces coureurs-là. Et ça a été pas l'idéal. Voilà, il a un peu souffert dans cette journée. Donc c'est dommage pour ce coureur-là qui a des qualités. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'en tant que leader du général, c'est pas trop ça. Et je suis pas sûr qu'on lui redonne les clés du camion en tant que leader du général. Alors oui, il est 6e du général, mais bon, il a 4,27. Il y a quand même Caruso devant lui. Thibaut Pinot est pas très loin au final. Donc je sais pas si on lui laissera encore les clés du camion les prochaines fois. Et puis c'est toujours le même problème avec Kemna, ça fait partie des coureurs qui disaient quand même en interview, j'ai du mal à avoir le statut de leader, j'ai du mal avec cette pression autour du statut de leader. Bon. Et puis du côté de la Bora, le collectif, on parlait d'autres équipes, mais un collectif quand même assez inexistant, quoi. Bob Jungels, il a sauvé son contrat, il a sauvé sa carrière cycliste en un mois l'année dernière, depuis il a redisparu. Enfin là, depuis le début de saison, Bob Jungels, on ne le voit pas, c'est très inquiétant. Et puis les autres coureurs, ça n'a pas été ça non plus chez Bora. Donc c'est une course décevante pour les Kemna et pour la Bora. Nous, on se retrouve demain. Demain, débrief de l'étape à 21h, présentation de cette même étape 19 à 7h du matin. Le débrief TikTok, ça sera dans l'après-midi, juste après l'arrivée de l'étape. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.